Quand Karl Barks crée le personnage de Balthazar Picsou en 1947, il en fait tout d'abord un antagoniste pour Donald Duck. Un vieil oncle riche, aigri et isolé qui n'a aucune affection pour sa famille ou pour qui que ce soit. Basé sur le fameux personnage d'Ebenezer Scrooge, imaginé par Charles Dickens, Picsou, Scrooge McDuck de son nom original, n'était pas censé être plus qu'un personnage ponctuel, qui ne serait utilisé que dans une histoire. Mais avoir un vieil oncle riche est un bon prétexte pour raconter des histoires d'aventure aux quatre coins du globe. Attendez, un globe avec 4 coins, c'est pas plutôt un tétraèdre? Ainsi, le personnage de Picsou réapparaît tout d'abord dans Le secret du vieux château, et ensuite dans Bombi le zombie. C'est dans cette troisième histoire du canard multimilliardaire qu'on apprend qu'il a, par le passé, commis un crime de haine. En effet, il révèle à ses neveux que si le zombie éponyme poursuit Donald, c'est parce que durant sa jeunesse, Picsou a engagé des mercenaires pour brûler un village africain ayant refusé de commercer avec lui. Une révélation qui ne devait pas choquer à l'époque, puisque l'oncle Picsou était encore présenté comme un personnage avare et sans scrupules. Il faudra encore quelques histoires avant que sa personnalité ne s'adoucisse et qu'il ne devienne l'aventurier héroïque que l'on connaît aujourd'hui. Pourtant, cet élément de son passé n'a pas disparu avec les années. Qu'on le veuille ou non, ce personnage est né à une certaine époque et traîne avec lui des thématiques et des problématiques qui peuvent jurer avec l'image moderne que veut se donner Disney. Oh oh, je serai toi, je ferai gaffe à ce que je dis. Mais voyons Mickey, jamais je n'oserais critiquer ta merveilleuse compagnie. Attention à toi, oh oh, sinon je vais racheter ton cul. Derrière toi, des employés qui parlent de Soniquer. Quoi? Bande d'enflures communistes. Vous allez voir ce que ça fait de ramper. Allez plutôt, attaque. Voilà, pendant qu'il a le dos tourné, on va parler du crime de haine de Balthazar Picsou. Aujourd'hui, Picsou est un gentil, c'est plutôt admis. Un personnage héroïque qui est défini par son adage « I'm Scrooge McDuck. I made my name being tougher than the toughies and smarter than the smarties. And I made my money square. » Il a construit sa fortune de façon honnête, sans exploiter personne, simplement en étant le plus fort, le plus malin et le plus astucieux. Malgré son avarice et son amour de l'or, il est surtout attiré par l'aventure, et il n'hésite pas à emmener ses neveux avec lui. Même ce fainéant de Donald a la chance de pouvoir polir les pièces de son coffre-fort pour rembourser ses dettes. En soi, ses traits négatifs sont plutôt devenus des sources d'humour aujourd'hui. Ce sont ses qualités et ses traits héroïques qui ressortent le plus. Picsou est devenu riche car il est vertueux. On a d'ailleurs intégré l'idée qu'il était né pauvre et qu'il avait passé des années à construire sa fortune en quittant son Écosse natale. Il est devenu un emblème du rêve américain. Quant à sa caractérisation plus méchante des premiers comics, elle a été transfusée vers son ennemi juré, Gripsou. Lui est un mauvais riche qui exploite être riche et qui est condamné de par ses vices à toujours arriver à la seconde place derrière Picsou. Pour faire une comparaison foireuse avec l'opinion publique d'aujourd'hui, si Picsou c'est Bill Gates, Gripsou c'est Jeff Bezos. Et Mark Zuckerberg ? C'est Filament, le petit robot à tête d'ampoule. Et cette vision d'un Picsou vertueux, elle est désormais dominante. Même si les comics italiens des années 80 avaient tendance à le rendre plus avare, le Picsou avec lequel les gens sont le plus familiers, c'est celui de la bande. La bande adhésive ? Non, la bande à Picsou. En 1987, Picsou a droit à sa propre série d'animation qui durera 3 saisons et aura le mérite d'avoir un générique qui slappe sa mère. Et on ouvre sur un gros plan cul de Riri, Fifi et Loulou. Et en 2017, une nouvelle version de la bande à Picsou est diffusée, avec notamment David Tennant dans le rôle du canard le plus riche du monde. Ce qui lui donne non seulement le rôle principal dans la série qui fait mais aussi dans celle qui fait C'est une super série d'animation, on sent une forte inspiration de Gravity Falls, et je vous conseille fortement de regarder les deux. En plus en VF, on a Donald Renew, Alexis Thomasian et Emmanuel Garigeau dans les rôles de Riri, Fifi et Loulou, ce qui est un casting de malade. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que dans l'épisode 23 de la saison 2 de cette série, on voit apparaître notre bon vieux Bombi. Il est très intéressant de noter que les producteurs ont choisi d'adapter cette histoire en particulier, et surtout de voir comment ils l'ont adaptée. Car en effet, Bombi ne poursuit pas Picsou parce qu'il a commis un terrible crime de haine, mais simplement parce qu'il y a une malédiction qui vise la personne la plus riche de la Terre, peu importe comment elle s'est enrichie. Ainsi, cette version du personnage de Picsou a réellement gagné sa fortune de façon honnête, et est une victime face à la malédiction de Bombi. Ce qui est logique pour une série d'animation visant un public jeune en 2017, vous me direz. Sauf que moi, ça me dérange beaucoup. Il faut savoir que Picsou, c'est un de mes personnages de bande dessinée préférés. J'ai grandi en lisant ses aventures, je l'adore, je suis très fan de la série de 2017, mais je n'aime vraiment pas qu'on en fasse un héros irréprochable. Déjà parce que ça efface un petit peu d'où vient Picsou, et ensuite parce que ça fait oublier tout l'aspect politique et philosophique du personnage. Non mais tu vas pas nous dire que Picsou c'est politique. Faut arrêter de sniffer de la colle.
Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le créateur de Picsou lui-même. Je pense que la philosophie de beaucoup de mes histoires est conservatrice, dans le sens où j'ai l'impression que notre civilisation décline depuis 1910. Ils disent que les gens riches comme les Vanderbilt ou les Rockefeller sont viciés parce qu'ils ont accumulé leur fortune en exploitant les pauvres. Je pense que chacun devrait être capable de monter aussi haut qu'il le peut ou le veut, tant qu'il ne tue personne ou n'oppresse pas les autres gens sur leur chemin vers le sommet. Un petit peu d'exploitation, c'est quelque chose que l'on voit dans la nature, on le voit dans la chaîne alimentaire. Tout le monde doit être exploité, ou exploiter un autre dans une certaine mesure. Ces choses-là ne me dérangent pas. Quoi ? Le créateur de Picsou était un capitaliste ? Je refuse d'y croire. Voilà, donc il n'y a pas de grosse surprise sur d'où vient le personnage, la politique qui est associée et les philosophies qui vont avec. Évidemment, Picsou est initialement un personnage conservateur et pro-capitaliste. En même temps, c'est un personnage Disney. Une de ses inspirations réelles, en dehors de Barks lui-même, qui a beaucoup insufflé de sa propre expérience dans Picsou, c'est l'industriel Andrew Carnegie. Né en Écosse dans un milieu ouvrier, émigrant d'Amérique, allant de petit boulot en petit boulot, s'éduquant sur son temps libre, jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Carnegie, c'est le rêve américain sous sa forme la plus pure. C'est aussi une grande figure de ce qu'on appelle le Gilded Age, ou l'âge plaqué, dans le sens plaqué or. Parce que dès qu'on grattait sous la surface, on découvrait vite que l'or recouvrait de la ferraille. Les grosses fortunes américaines cachaient toute une classe exploitée et affamée. Mais là où d'autres industrialistes comme Rockefeller étaient réputés pour, je cite le terme technique, s'en battre les couilles frère, Carnegie était un philanthrope. Il a notamment beaucoup milité pour sa vision de la fortune qui se divisait en deux étapes. Premièrement, faire fortune, et deuxièmement, redistribuer sa fortune pour le bien commun. Commun ? Commune ? Non, mon Dieu. Pour Carnegie, la richesse n'avait aucun sens sans philanthropie. Il a investi des millions de dollars dans l'éducation, la recherche, les pensions de vétérans, bref, il représentait les valeurs que Karl Barks admirait tant, ce qui a énormément influencé Picsou. Mais Carnegie, il faisait également partie du club de chasse et pêche de South Fork, et ça, c'est pas bien. T'as quoi contre la chasse et la pêche ? Alors, un certain nombre de trucs, mais on s'en tape de mes états d'âme. C'est surtout que le club de chasse et pêche de South Fork, c'était un club de gens très riches qui avaient acheté le barrage de South Fork. Au-dessus du barrage, il y avait un lac vraiment cool pour pêcher. Sauf que c'était un vieux barrage qui nécessitait des travaux très importants pour son système de drainage. Mais le club a préféré bloquer le système de drainage pour pouvoir mieux pêcher. Et en parlant de pêcher, c'est quoi le 6e commandement déjà ? Tu t'abonneras avec la cloche ? Le 31 mai 1889, le barrage de South Fork rompt. Et l'inondation qui en suit cause la mort de plus de 2200 personnes. En 1892, les employés d'une aciérie de Carnegie à Homestead, en Pennsylvanie, lancent une grève. Car alors que l'entreprise fait des profits records, ils voient leur salaire chuter. Tandis que Carnegie affirmait volontiers en public qu'il soutenait les syndicats ouvriers, il faisait tout en privé pour y mettre fin. Son représentant, avec son accord, alla jusqu'à engager et armer des gardes privés pour briser la grève. Finalement, c'est la milice d'État qui y mettra fin après 95 jours d'occupation. Et en réponse, Carnegie, grand défenseur des ouvriers, fera remplacer les ouvriers syndicalistes par des ouvriers immigrés non syndiqués. Si je parle de ça, c'est parce que même Carnegie, le grand philanthrope, a fait de belles saloperies. Un capitaliste reste un capitaliste, le profit passe avant les vies humaines. La pêche aussi apparemment, c'est mon fruit préféré. Mais Karl Barks n'était pas quelqu'un de naïf, et certainement pas idéaliste. Malgré ses convictions, c'était un cynique qui avait un regard critique sur tout. Il était au courant que sous une fine couche d'or, il y avait de la ferraille, souvent rouillée. C'est pourquoi même dans les histoires plus tardives de Barks, Picsou n'est jamais complètement héroïque. C'est un personnage complexe dont l'avarice reste un défaut, et donc son crime de haine dans Bombi le zombie n'est pas une erreur que Barks regrettait. C'était un élément à part entière de Picsou, une facette plus sombre qui reflétait une réalité. Par contre, il n'avait pas particulièrement de jugement moral là-dessus. Comme il le dit quand il parlait de l'exploitation par les capitalistes, ces choses-là ne le dérangeaient pas. Et en remettant dans le contexte de l'époque, effectivement, c'était la norme. Picsou est créé en 1947, inspiré d'un industrialiste du 19e siècle. Bien sûr qu'il est capitaliste, bien sûr qu'il exploite les gens pour son propre profit, bien sûr qu'il a un passé colonialiste, violent et même raciste. Faut pas oublier à quel point les richesses américaines sont construites littéralement sur l'exploitation d'esclaves africains. C'est pas anodin que Picsou ait commis un crime de haine pour s'enrichir en s'en prenant justement à des Africains. Et donc ça, c'est un de tes personnages préférés? Alors, j'adore Picsou. J'ai grandi en lisant les histoires de Picsou, mais pas celles de Karl Barks. Pas non plus celles de la série animée de 1987, ni celles des comics italiens des années 70-80. Mon Picsou, c'est celui de Don Rosa. Ah, donc c'est pas celui qui commet un crime de haine? Alors... Quand Don Rosa décide de compiler tous les fragments de passé parsemés dans les histoires de Barks pour raconter la fameuse saga de la jeunesse de Picsou, il fait face à un problème.
En effet, en 1992, Picsou n'est plus le même personnage qu'entre 1947 et 1967. Il est devenu plus héroïque, ce n'est plus un antagoniste ou un anti-héros. Il est honnête, travaille dur, a mérité sa fortune, et donc il n'a plus rien à voir avec le Picsou qui avait brûlé un village en Afrique. Donc on peut supposer qu'il a fait comme dans la série d'animation et qu'il a simplement décidé d'effacer ce passé sombre du personnage. Non ? Dans le chapitre 11 de la jeunesse de Picsou, notre héros est déjà devenu riche. Mais il est encore loin de la place de canard le plus riche du monde. Ses aventures l'ont endurci et il commence à devenir impatient. Sa fortune ne va pas se faire toute seule. Il commence à abandonner l'idée de gagner de l'argent honnêtement et se dit qu'il peut enfin se permettre de tricher un peu. Sous les yeux choqués de ses sœurs, il arnaque un chef de tribu, puis s'en va négocier avec le sorcier du village, qui s'appelle Oulalala. Oui, voilà, donc l'Afrique, quoi, les tribus, le sorcier Oulalala, c'est super raciste. Je vous l'accorde. Bref, Picsou se fait rejeter et humilier par le sorcier. Rouge de colère, il commet l'irréparable. Il engage un groupe de brutes pour brûler le village, puis se déguise pour arnaquer le sorcier. Celui-ci lui jette la malédiction de Bombi, mais le véritable coût qu'il paye pour ce crime, c'est que ses sœurs l'abandonnent, ne pouvant supporter ce qu'il a fait. De fil en aiguille, cet acte le mène effectivement à devenir le canard le plus riche du monde, mais également à éloigner tous ceux qu'il aime de lui. Ainsi, il passe les 17 années suivantes seul, aigri, exactement comme on l'avait rencontré en 1947. Don Rosa a donc fait le choix de conserver cet élément et d'en faire la clé de la chute du personnage. Il laisse Picsou commettre le crime de haine et en payer les conséquences. Il en fait ainsi une véritable leçon, en apportant un jugement moral sur les actions de Picsou, ce que Barks se refusait de faire. S'il faut le préciser, Don Rosa est publiquement démocrate et a ouvertement soutenu le candidat socialiste Bernie Sanders en 2016 et en 2020. Donc clairement pas aligné avec les opinions politiques et idéologiques de Barks. Ce qui lui a permis de faire ce que la série de 2017 a évité, c'est-à-dire se réapproprier le passé du personnage. Ainsi, il se sert de l'aspect politique non pas pour faire un tract de propagande, mais pour raconter une meilleure histoire, au service des personnages. Là où c'est intéressant, c'est que ça montre deux approches sur la façon de gérer les erreurs du passé. Doit-on les effacer ou les affronter ? Dans le passé, il y a eu des trucs pas ouf. Genre beaucoup. Et je pense que même Karl Barks pourrait pas me contredire. Il est né en 1901, il a connu les deux guerres mondiales, puis la guerre froide. C'est plutôt normal qu'il ait trouvé que tout était mieux avant 1910. Mais justement, son présent décadent, c'est notre passé à nous. Avant 1910, les gens disaient que c'était mieux en 1850. Et en vrai, c'était mieux avant, on le disait déjà dans la Grèce antique. C'est juste de la nostalgie, un phénomène psychologique connu et étudié, et qui pose problème. Parce qu'elle empêche d'avoir un regard critique sur le passé. La richesse d'hommes comme Carnegie, elle aurait été impossible sans exploitation des autres, sans violence. Il n'aurait pas pu devenir l'un des hommes les plus riches du monde en étant simplement plus malin que les petits malins. Il s'est enrichi sur le dos de la classe ouvrière, sur les immigrés, sur les descendants d'esclaves, comme tous les milliardaires. Alors quand on les représente en fiction, et surtout en fiction visant les plus jeunes, on a deux approches possibles. La première, c'est celle de la série d'animation de 2017. C'est de réinventer les personnages en faisant abstraction des facettes les plus sombres de ce passé. C'est présenter Picsou comme ayant grandi dans un monde lisse, sans violence, sans exploitation, sans crime de haine. Un monde dans lequel, en étant vertueux, on peut devenir le canard le plus riche du monde. D'ailleurs, on ne voit jamais vraiment de pauvres à Canardville. Alors je suis peut-être chiant, sans doute, mais pour moi c'est Donaldville. Je sais que c'est une plus mauvaise traduction de Duckburg, mais ça sonne vachement mieux quand même. Cette première approche, elle efface tout ce qui est sombre, tout ce qui ne convient pas, et par la même occasion, elle efface les erreurs du passé. En opposition, dans la jeunesse de Picsou, on intègre les erreurs du passé dans la nouvelle interprétation du personnage. On leur donne des conséquences, on leur appose un jugement, via notre regard moderne. On montre des pauvres qui viennent mendier auprès de Picsou. On affronte le passé et on apprend de lui. Et cette dichotomie n'est pas illustrée qu'avec Bombi. Dans la bande à Picsou, par exemple, les parents de Picsou sont immortels grâce à une malédiction. Picsou peut toujours aller leur rendre visite quand il veut. Dans la jeunesse de Picsou, malgré l'existence de fantômes, il meurt. Et c'est tout. C'est la vie. Bah non, c'est la mort. Dans la jeunesse de Picsou, notre héros rencontre et tombe amoureux de Goldie. Mais il n'est jamais capable de l'assumer, d'affronter ses émotions, et il la perd dans sa quête de richesse. Dans la série, elle est toujours là, genre un épisode sur 3. On a une version du personnage qui a connu des peines, qui a des regrets, et une autre où tout va toujours bien. Peu importe l'erreur qu'il a commise, ses conséquences ne sont jamais vraiment permanentes. Alors la question finale que je veux poser, c'est quel regard devrait-on avoir sur le passé ? Est-ce qu'on devrait réécrire une version complètement édulcorée de la réalité, où personne n'a jamais fait d'erreur et où rien n'a de conséquences ? Est-ce qu'on crée l'illusion d'un passé où tout était mieux parce que la vérité nous dérange ? Ou bien est-ce qu'on intègre le passé, bon ou mauvais, dans notre identité ? Est-ce qu'on ouvre les yeux sur ce qui ne va pas pour apprendre de nos erreurs ? Est-ce qu'on regarde la bête droit dans les yeux
et on essaye de faire mieux? Je vous laisse répondre à cette question par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder celle-ci. Merci aux tipeurs, Tropper, out.